Pao Mokonzi. C'est un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous retrouver dans ce plateau spécial. Nous allons non seulement parler de l'enseignement république démocratique du Congo, mais évoquer également des questions politiques. Notre invité aujourd'hui, elle s'appelle M. Duté. Il est vice-ministre à l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Avec lui, nous allons non seulement nous étendre sur la question de la gratuité de l'enseignement, mais également évoquer des questions liées à la politique actuelle, mais également avec son parti AVC. Autre vision du Congo, eh bien, parti membre du CAP pour le changement. Nous allons ici, sur ce plateau, en parler avec des éminents confrères qui viendront d'ailleurs nous accompagner. Nous avons à ma droite, à votre gauche, Serge Kabongo de CCTV. Nous avons Jessica Bassé de la RTNC, mais également Perro Louara, patron de médias, patron de la CPL TV. Avec eux, nous allons non seulement nous entendre, alors on prend également l'occasion de dire bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Aujourd'hui, si on doit parler de la gratuité de l'enseignement, comment se porte cette gratuité? Comme toute réforme, comme toute grande réforme, au début ce n'est pas facile. L'année passée ce n'était pas facile, mais je pense qu'aujourd'hui, à part certains qu'on peut aussi appeler commerçants, qui veulent toujours se servir des parents pour pouvoir arrondir les fins du mois, à part eux qui posent problème, c'est vrai qu'il y a aussi le problème des infrastructures, mais si on doit mettre sur 100%, on est déjà à 60-70%, et nous sommes en train de suivre le bonhomme de chemin que le chef d'État a tracé. Donc je pense que la gratuité se porte bien, il y a encore beaucoup à faire et nous continuons à le faire. Quel est le bilan de cette première année? Positive. Marie Cornet est tombée avec la Covid-19 qui a touché pratiquement tous les pays sur Terre. On a été frappé par ça, donc on a connu certaines réalités, mais elle est positive parce que les enfants ont pu étudier toute une année et il n'y avait pas de frais au niveau des primaires, donc la gratuité a été respectée. Et comme il y a suppression de la motivation des enseignants par les parents, donc les parents n'ont pas payé de frais de motivation. Et il y a eu aussi le premier palier, donc les enseignants quittaient de 60 à 70 000 francs pour arriver à 360 000 francs. Donc il y a tout ça, je pense que c'est assez positif. Monsieur le ministre, parlant justement de cette gratuité, en regardant le parent aujourd'hui dans les yeux, qui vous regarde, vous êtes fier de cette gratuité? Fier à 100%, et je le dis, et parce que j'ai eu à voyager à travers le pays, parce que le pays, ce n'est pas Gombe. Le pays, c'est pas, parce que quand il y a 2-3 grèves au niveau de la Gombe ou au niveau de Delvaux, ça, ce n'est pas le pays. Le Congo est grand. Même à Kinshasa, je suis parti à une école catholique au niveau de Bumbu, là où il y avait inondation dernièrement. Les enseignants m'ont regardé, ils étaient contents, les parents étaient contents. J'ai même été acclamé, on a été acclamé. Donc je pense que je peux regarder les parents droit dans les yeux et leur dire que la gratuité est une bonne chose. Et je pense que tout Congolais qui aime ce pays trouve que c'est une bonne chose. Depuis la rentrée, vous êtes d'accord avec moi, certaines écoles, les enfants n'étudient pas. À Kinshasa, nous avons plus ou moins 7000 écoles. Et sur les 7000 écoles, les écoles là où on ne dispense pas le cours ne dépassent pas 30. Et ça, c'est vérifiable. Il n'y a que 30 écoles. Et nous avons déjà réunion demain avec eux pour essayer de trouver. Parce qu'il y a un problème. Quand on a supprimé les frais de motivation, c'est parce que c'est illégal et ça tend à l'escroquerie. Tous les enseignants sont payés, sans exception. Ils sont tous payés. Même ceux qui sont en train de faire, là, depuis que les cours ont commencé, il n'y a pas plus de 30 écoles qui ne donnent pas cours, mais ils ont fait la queue, ils ont reçu leur argent. Pourquoi ne pas refuser cet argent s'ils disent que ce n'est pas assez? Ils ont pris cet argent, mais ils ne donnent pas cours. On a essayé de discuter aujourd'hui avec certains enseignants et certains responsables d'école qui veulent que ces frais de motivation reviennent. Ces frais de motivation qui étaient $200 au premier trimestre, 150 au deuxième et 150 au troisième trimestre, ça nous faisait $500 par an que les parents se mettaient à payer. Maintenant, vous vous rendez compte que dans une salle de classe où il y a 50 élèves, quand un enfant paye par an $500, donc ça nous fait $25 000 par année. Et l'enseignant qui est là, même s'il est payé $500, donc l'enseignant, quand il est pris en compte, au total, l'école aura dépensé pour lui $6 000. Donc sur $25 000, l'enseignant prend $6 000, il reste $19 000. Les $19 000 vont chez qui? Pour en faire quoi? Parce que l'État donne aussi les frais de fonctionnement de ces écoles. Donc nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se dire non, voilà, nous allons vivre et nous enrichir sur les dos des parents. Non. Monsieur le ministre, vous relativisez suffisamment cette question des grèves. Vous parlez des 30 écoles. Moi, j'aimerais bien que le parent de ces élèves qui n'étudient pas, c'est quand même des écoles de renom.
Parmi les écoles qui n'étudient pas aujourd'hui, il y a Tobongisa, Bosangani, Kabamba, Boningani, Bogoto. Ce ne sont pas des petites écoles quand même. On le reconnaît, d'où le ministre d'État, Willy Bakonga et moi, aujourd'hui matin, nous étions au niveau de Sacré-Cœur par rapport à ça. Et demain, nous avons réunion avec tous les responsables de ces écoles. Donc ce n'est pas qu'on est en train de minimiser. Mais il y en a seulement 30, alors que dans les 30 là, il y a quand même des parents qui attendent que leurs enfants... Oui, mais parce que vous avez dit que depuis que l'école a repris, beaucoup d'écoles n'étudient pas. À Kinshasa, nous avons plus ou moins 7000 écoles. Il y a moins de 30 écoles qui n'ont pas encore repris cours. Et il y a même des écoles de renom comme Saint-Raphaël qui est catholique. Les élèves sont en train d'étudier là-bas. Il y a plusieurs écoles où les cours sont dispensés. Mais il y a quelques écoles que vous venez de citer où les cours ne sont pas dispensés. Nous nous sommes posé la question, pourquoi ? Parce qu'on estime que les enseignants grèvent quand ils ne sont pas payés. Ces enseignants sont payés. Pourquoi ils sont en train de gréver ? Pour qu'on revienne à la motivation des parents, pour enrichir qui ? Qui est derrière ça ? Qui est derrière ce mouvement-là ? C'est ça les grandes questions que nous allons nous poser les yeux dans les yeux avec les enseignants et leurs responsables demain. Déjà, par rapport aux enseignants, les syndicalistes sont au niveau des Bibois. Ce sont les syndicalistes qui représentent la SIECO, la SINECAT et tous les autres syndicats. Et ce sont les mêmes qui avaient décrété 2 journées école morte. Mais ils sont au niveau de Bibois, nous sommes en train de négocier pour voir quelles sont les revendications, pour que nous puissions ramener ça au niveau du gouvernement et qu'il puisse y avoir des mesures. Mais je pense que nous devons quand même apprécier aussi tout ce qui est fait comme effort. Le gouvernement a consenti à beaucoup d'efforts. C'est vrai que l'enseignement a une grande place et pour nous, l'enseignement, c'est la base même du pays. Mais il y a aussi beaucoup de secteurs dans le pays. Il y a des militaires qui ne sont pas encore pris en compte. Il y a aussi des NU au niveau de la fonction publique. Mais nous battons au niveau du ministère, le ministre d'État et moi, pour que nous puissions ramener les revendications des enseignants. Et jusque-là, nous avons quand même un gain de cause. Ce mois-ci, nous venons de payer 58 000 NU. 58 000 NU. Avant, au mois de janvier, on avait totalisé 132 000 NP. D'où les mots NP n'existent plus dans le vocabulaire par rapport à l'enseignement. Ce mois-ci, nous venons de payer 58 000 NU, des nouvelles unités. Et nous continuons. Il y aura un deuxième palier, certes. Mais même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc je pense qu'il faut aussi donner au gouvernement le temps de prendre les choses en main par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui est économique, qui est très fragile et qui est très bas. 56 000 nouvelles. Vous dites que l'enseignement, la gratuité, vous l'avez réussi à 100%, mais vos détracteurs estiment que cette décision était plutôt une décision politique et rien à voir avec une décision mûrement réfléchie. Parce que vous vous en souviendrez qu'avec la gratuité de l'enseignement, environ 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, ce qui est bonne chose. Mais dans quelles conditions? La question notamment des salles de classe qui sont exécuées aujourd'hui, des enfants qui étudient à même les sols, apparemment on a l'impression que la gratuité était pour une fin politique, mais pas réfléchie à l'intérieur. Pourquoi 2 ans après, vous ne construisez pas des salles de classe pour englober, prendre en charge tous ces enfants qui se emboutifient avec la gratuité de l'enseignement? Déjà, la première des choses, ce qui est réel, c'est que dire que c'est à cause de la gratuité que les enfants sont en train d'étudier à même le sol, non, ça c'est faux. Moi, je connais, on appelait ça, excusez-moi pour le nom, Massokopas à l'époque. Ça date de plus de 20 ans, les enfants étudiaient par terre. C'est la situation économique. C'est tel que le pays était géré à l'époque. Mais les salles sont quand même bondées, monsieur le ministre, vous devez le reconnaître. Oui, c'est invivable d'être dans une salle de classe aujourd'hui. Laissez-moi finir au moins. Je vous en prie. Donc, il y avait déjà cette situation qui existait. Actuellement, avec le programme de 100 jours, il y a eu construction d'au moins de 110 écoles. C'est vrai que je m'étais promis de vous ramener la liste des écoles, des salles de classe qui avaient été construites, mais tellement qu'avec tout ce que nous avons comme travaux au niveau du ministère, je n'ai pas ramené, mais on pourra vous le donner. On pourra vous le donner, vous pourrez même le publier s'il le faut. Il y a quelques écoles qui ont été construites. Mais n'oubliez pas que quand vous parlez de la deuxième année, nous ne sommes pas à 2 ans déjà, nous avons fini la première année. Là, nous entamons la deuxième année de la gratuité, que nous n'avons pas encore fini. Il y a eu la pandémie, la Covid-19, qui a fait que tout le pays était paralysé. Et ce n'est pas un prétexte, parce que même les États-Unis étaient rentrés en récession. Donc pour dire qu'économiquement, ça pesait. Il y a eu des prévisions pour construire des écoles. Mais nous connaissons les réalités par rapport à la pandémie, les réalités économiques, ça nous a ralenti, même par rapport à la prise en compte des NU, ça nous a ralenti. Mais dire que les gens disent que la gratuité n'est pas une bonne chose, je pense que soit ce sont des gens qui sont tellement aisés que pour eux, ils ne voient pas l'impact. Mais je vais vous donner un exemple. Dernièrement, quand je dis dernièrement, il y a quelques mois, nous étions en réunion avec les partenaires de la Banque mondiale, avec le Premier ministre Sylvestre Ilokamba. Et ça, je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a dit aux partenaires de la Banque mondiale, si je suis Premier ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait gratuité à mon époque. Si je suis professeur d'université, c'est parce qu'il y avait gratuité à mon époque. Il a étudié gratuitement, il a pu avoir son bac sans payer un frais.
sans payer même un cent. Il a eu même les études universitaires, il a fait ça gratuitement. Nous avons un Premier ministre qui est professeur, c'est parce qu'il y a une certaine gratuité. Aujourd'hui, le fils de Pambouta qui est là, qui a repris l'école, au lieu d'aller vendre ou je ne sais quoi, du pétrole ou quoi, il a le temps d'aller étudier. Je pense que cette famille, vous pensez que cette famille dit que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous pensez que ce n'est plus une bonne chose. Et vous pensez que tellement qu'il y a des problèmes économiques, que nous devons trouver des solutions par rapport aux infrastructures, que nous devons dire non, on ne va plus rien faire, voilà, pas de gratuité, qu'on trouve d'abord des solutions. Non, non. Je pense que la gratuité se comporte très bien. Oui, il y a plus de 4 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école et c'est très bénéfique. Mais nous sommes en train de rectifier le tir pour pouvoir, c'est vrai qu'on ne pourra jamais rendre ça parfait, mais pouvoir améliorer les conditions, les conditions dans lesquelles sont dispensés les cours par rapport aux infrastructures et aussi par rapport à la formation des enseignants. Donc nous sommes en train de travailler sur tout ça. Merci beaucoup, monsieur le vice-ministre. Je vais parler de la convention entre le Vatican et le gouvernement congolais. Il n'y a pas longtemps, le numéro 1 de l'église catholique de la ville de Kinshasa avait demandé à ce que les enseignants non catholiques puissent quitter les écoles primaires catholiques parce qu'on enseigne la religion catholique. Et ça vous a un peu gêné, vous, gouvernement. J'aimerais quand même beaucoup se dire, il y a des choses qui vous gênent, vous en tant que membre du gouvernement ou de l'ensemble du gouvernement dans cette convention. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette convention? Déjà, je pense qu'on ne va pas trop entrer dans cette convention, mais on va dire des choses simplement. La première des choses, c'est que je suis congolais. Le Congo, notre pays, est régi par une constitution où la discrimination, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit, peu importe de la nature de cette discrimination, elle n'est pas autorisée dans notre constitution. Il n'y a personne qui peut être écarté ou perdre son travail parce qu'il n'adhère pas à telle ou telle autre religion. Je pense que les enseignants aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des enseignants des catholiques, ce sont les enseignants de l'État congolais qui sont payés par le trésor public. Ceux qui contribuent à ce trésor public pour que ces enseignants puissent avoir leur salaire ne sont pas tous catholiques. Ils sont peut-être musulmans. Il y en a aussi qui sont animistes. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées. Est-ce que c'est une invention des Ambongo ou bien c'est inclus dans la convention? Je répète encore une chose. Je vous parle simplement, je n'entre pas dans la convention. Je n'entre pas dans la convention. Je vous parle de la constitution qui prend le dessus sur la convention. Dans la constitution du pays, de notre pays, la République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu de discriminer. Parce que ceux qui sont en train de contribuer pour que ces enseignants soient payés ne sont pas tous catholiques. Ils ont chacun a sa foi, chacun vient de son coin et nous sommes tous congolais. Et je vois nulle part où notre constitution va permettre qu'on puisse discriminer un enseignant. Donc pour moi, le cardinal, déjà moi-même je suis catholique, le cardinal a parlé, il a le droit de parler, nous sommes en démocratie, mais dans les faits je pense que ça n'a jamais été fait, ça ne se fera pas. Cette année on parle de 96%, quand même quelque chose qui ne marche pas, monsieur le vice-ministre. Comment expliquer les élèves qui ont étudié pendant toute l'année, avec les statistiques de l'OMS, les taux de réussite étaient de 70%, et cette année, c'est-à-dire l'année qui vient de s'achever, les élèves n'ont pas terminé l'année avec le nombre statistiquement approuvable par l'OMS, mais il y a plus de réussites en termes de pourcentage que pendant l'année. Vous parlez de toutes les examens d'État. Bon, déjà par rapport au pourcentage que vous donnez, je ne sais pas si vous le prenez où, mais je pense qu'on est autour de 78%. On n'est pas à 96%. On est autour de 76%. 67%. Ah voilà, ok. On est à 76%. Comment expliquer ça? Déjà, la première des choses, comment on s'est évalué? Il y a ce qu'on appelle le E13. Ce sont les résultats qui viennent des écoles. Donc, quand les enfants, parce que l'examen d'État, ça ne s'arrête pas au niveau des 4 jours. Il y a le E13, donc ce que les enfants ont fait pendant l'année, qui est ramené au niveau de l'inspectorat général, c'est à ce moment-là pour faire le mélange avec les épreuves de la fin de l'année. C'est par rapport aux points qui nous ont été donnés. C'est sur foi de ça qu'il y a déjà ce statistique qui a été donné. C'est sur foi de ça. Et je pense que nous avons, avec la vitesse de l'Internet, on nous montre la plupart du temps tout ce qui est négatif. Dernièrement, il y a eu des élèves, certes, qu'on a dit qu'on est convaincus qu'ils étaient instrumentalisés, qui sont venus pour réclamer des droits des enseignants au niveau du ministère. Ils venaient du lycée Tolingana. Mais ces élèves se sont exprimés. Nous avons discuté, on a pris le temps, le ministre d'État et moi, on les a reçus, nous avons parlé avec ces enfants, et ces enfants sont juste brillants. Nous avons des têtes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on montre que le mauvais côté. Et les 65% dont je vous parle, il est justifié.
Les chiffres sont là, vous pouvez voir, on est tous passés par le banc de l'école. Nous savons tous que les épreuves de fin d'année, ce n'est pas en fonction de la dernière année. On pose des questions qui sont de la 6e, 7e, tout ça revient. On peut vous poser une question de la géographie que vous avez eu En fait, la 6e année, surtout le 2e semestre, c'est plus la révision que autre chose. On le sait tous. Donc je pense que tout ce qu'on a fait comme télétravail, cours à distance, ça peut aider réellement à la révision. Mais ça n'a pas remplacé les cours, parce que les cours ont été donnés pendant des années. Et là, c'était l'épreuve pour dire que non, voilà, cet enfant a bien fait son cursus, il a bien étudié pendant toutes les années et qu'il peut prétendre à son diplôme. Donc on ne va pas juger ça en fonction de la pandémie. Ils n'ont pas répondu aux questions que de cette année. Ils ont répondu aux questions de, comme on dit, première secondaire, deuxième secondaire. Donc ils ont répondu à toutes ces questions. Pour terminer, je vais prendre la gratuité. C'est une première année, une première expérience. J'ai comme l'impression que c'était vraiment consacré sur les élèves, beaucoup d'élèves à l'école, mais non pas les contenus de l'enseignement. Est-ce que la gratuité, c'est avoir beaucoup d'élèves à l'école ou bien qu'est-ce qui a été fait pour cette première année en termes de la qualité de l'éducation? Nos enseignants ont eu plusieurs formations. À part ceux qu'ils ont eu comme formation, déjà nous sommes aidés, épaulés par nos partenaires de l'UNESCO. Par rapport à ces formations que les élèves de nos enseignants ont eues, je pense qu'ils ont pu dispenser des bons cours. Aujourd'hui, il y a notre ami qui a parlé des écoles de renommée comme Boboto, Bolingani. Ils ont pu bien donner cours, il y a plusieurs écoles. Et je viens encore de parler des élèves de Bolingani qui étaient venus au ministère. J'ai vu des élèves brillants, des jeunes filles très brillantes, très. Franchement, pour moi, c'est une fierté. Et je pense que nous sommes en train de faire ce qu'il faut et nous négligeons pas du tout la qualité. D'où même là, la représentante de l'UNESCO était ici, nous l'avons reçue, nous sommes partis avec le chef de l'État. Il y a des modules de formation des enseignants qui vont bientôt commencer pour pouvoir améliorer la qualité. Et entre-temps, il y a près de 6000 inspecteurs qui avaient passé leur test et tout. Le ministre d'État a déjà signé l'arrêté, qui sont là pour épauler par rapport à la qualité de l'enseignement. Je retiens deux mots. J'ai l'impression que vous plaignez un peu trop. Hein. Vous parlez d'instrumentaliser. C'est comme s'il y a quelqu'un qui tire le ficelle derrière vous. Alors, quand vous discutez avec certains de vos partenaires, je parle FCC Cash, en dehors du micro, ils disent qu'ils vous avaient demandé d'aller lentement avec la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, si vous êtes dos au mur, c'est parce que vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, qui tire le ficelle derrière vous? Je pense qu'on doit se répéter sur ça. La première des choses, nous dire qu'ils nous ont demandé, qui a demandé à qui d'aller lentement, par rapport à quoi et en fonction de quoi. Monsieur le ministre, il y a eu... Oui. Sur cette question. En fait, la gratuité qui a été lancée, qui a été commencée, un projet qui a commencé en 2010, a été tenté à l'intérieur du pays. Et une année après, on s'est rendu compte que, je dirais les décideurs, se sont rendus compte qu'ils se posaient un réel problème. Ils se sont dit, pourquoi ne pas aller crescendo? Aujourd'hui, nous revenons en 2019 où c'est le même projet qui commence, mais qui non seulement commence avec l'école primaire où on a ramené la première année et deuxième année secondaire en primaire, 7e et 8e. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de rectifier le tir, aller crescendo? Voilà, donc la première des choses, c'est qu'on n'a pas ramené première, secondaire, deuxième en primaire, ça c'est faux. Parce que, voilà, c'est enseignement de base, mais l'école primaire reste l'école primaire. Et il y a les examens de TENAFEP qui font que quand ils ont fini leur cycle d'école primaire, ils passent cet examen-là. De ce côté-là, rien n'a changé. La deuxième des choses, nous avons une constitution. Dans cette constitution, l'école primaire est gratuite et consacrée. La gratuité de l'école primaire, c'est dans notre constitution. Mais nous devons quand même appliquer notre constitution. Oui, mais il y a les mollo-mollo. Nous devons quand même appliquer notre constitution. Au jour d'aujourd'hui, il y a près de 608 000 enseignants qui sont payés à travers le pays. Ils sont payés par quoi? Par le trésor public. Avant, quand ils n'étaient pas payés, les NP, les 132 000 NP qui sont payés en plus, quand ils n'étaient pas payés, c'est qu'il y avait une certaine mauvaise foi. Mais aujourd'hui, ils sont pris en compte. 132 000 NP en plus et 58 000 NU qui sont pris en compte par le trésor public, pas par l'argent de la Banque mondiale ou quoi que ce soit, par le trésor public. Et je vous dire aussi, avant les enseignants étaient payés combien? 40, 50, 60 dollars. Aujourd'hui, ils sont à 360 000 francs. Et au moment où cette mesure avait été prise, 360 000 francs, ça représentait 200 dollars. Aujourd'hui, ça représente à peu près 170 dollars, à peu près, 170, 180 dollars. Mais ils sont payés 360 000 francs. Oui, dans la capitale, où certains enseignants qui, grâce à la motivation des parents, gagnaient 400, 500 dollars, trouvent que leur salaire est réduit.
Mais ailleurs, ceux qui étaient à 40 francs, à 60 francs, les enseignants qui sont dans mon village à Niengue, quand ils gagnaient 60 000 francs, aujourd'hui ils sont à 360 000 francs, vous pensez qu'ils ne sont pas contents? Les parents qui étaient obligés, avec le peu de ressources qu'ils avaient, de débourser 50 $, 40 $ pour motiver les enseignants, aujourd'hui qui ne sortent plus cet argent, vous pensez qu'ils ne sont pas contents? Dire que ça a été pris dans la prime, non, c'est de la mauvaise foi. Je pense que les réformes doivent être prises et un gouvernement doit être responsable de ce qu'il est en train de faire. Le chef de l'État a donné le temps, nous sommes là et jusqu'à présent, ça marche. 608 000 enseignants sont payés au taux du premier palier. Avec l'aide de Dieu, avec le travail que nous sommes en train d'abattre, bientôt il y aura un deuxième palier. Et d'ici là, tous ces problèmes-là vont rester derrière nous. C'est bien, il faut aller mollo. C'est pour cela que la gratuité n'est pas au niveau des secondaires. C'est pour cela que la gratuité est au niveau des primaires. Parce qu'au final, un jour, il faudra qu'on puisse atteindre la gratuité au niveau des secondaires ou même au niveau de l'université. Donc nous y allons mollo, mais nous sommes aussi contraints de respecter la Constitution. Monsieur le ministre, chat échaudé, comme on dit en français, toujours peur de l'eau. Quand vous parlez des 110 écoles, on sait que vous êtes ministre des Congolais et à une époque, on nous a fait croire, on nous a dit que 1000 écoles avaient été construites. Je ne sais pas où. Est-ce que monsieur le ministre peut m'en citer les choses qu'ils disent? Quand vous dites que vous allez nous amener la liste, moi, j'ai un peu peur. Ça c'est en passant. Mais je voudrais savoir aussi, la gratuité nous coûte combien exactement? Parce que devant ces détracteurs qui disaient qu'ils voyagent tout le temps, le président de la République nous a dit qu'il a dépensé 50 millions et qu'il nous a ramené plus d'1 milliard de dollars américains et que cet argent serait dépensé pour assurer la gratuité de l'enseignement. Ça nous coûte exactement combien? Et quelle magie vous faites pour combler tous ces gaps-là? Combien le Congo donne? Combien nos partenaires multi- et bilatéraux donnent? Il y a plusieurs écoles qui ont été réhabilitées et il y a eu aussi des constructions. Ça c'est une certitude. Et vous, étant que journaliste, quand vous aurez ces listes, parce que j'aurais dit encore, je ne veux pas me mettre à citer pour oublier certaines écoles. Et comme la liste existe et comme ces écoles sont ici au Congo, vous pourrez prendre le temps de vérifier. Et ça existe réellement. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. Nous avons signé un contrat pour la construction de 300 écoles. Et ce contrat-là devait déjà commencer. Mais par rapport à la pandémie, nous avons pris un certain retard. Donc bientôt là, vous allez voir les constructions de ces 300 écoles. Le contrat a déjà été signé et le Premier ministre a déjà donné son avis. Ça a été signé par notre ministère, celui du budget, celui de l'ITPR et celui des finances. Donc il y a 300 autres écoles qui... Oui. Pas 300 salles de classe, mais 300 écoles. Donc ça a déjà été signé et bientôt vous allez voir, ça va apparaître à travers le pays. Donc ça, il y a déjà ça. Comment? La gratuité, je parlais du... La gratuité actuellement, par rapport aux infrastructures, c'est vrai que ça coûte quand même, mais c'est plus par rapport à la paye des enseignants. L'enveloppe n'est pas moindre. L'enveloppe est réelle, c'est conséquent. Les enseignants, donc déjà, le FMI, nous avons eu le soutien du FMI à 2 reprises. 300 millions par rapport, 300 millions et 300 millions par rapport à l'appui budgétaire, mais tout n'est pas passé à la gratuité. Il y a beaucoup de secteurs, parce qu'au Congo, il n'y a pas que l'enseignement, il y a beaucoup de secteurs. Là, nous avons obtenu 800 millions qu'on n'a pas encore pu prendre en main comme ça, parce qu'il y a des préalables avant que nous puissions avoir accès à cet argent-là. Parmi les préalables, c'est par exemple le paiement des NU. Les 800 millions sont là, d'ici au mois de décembre, ce sera à notre disposition. Mais pour le moment, c'est le Congo, c'est le Trésor public qui arrive à régler ça. L'année passée, quand nous avons calculé pour pouvoir tenir par rapport à la paie des enseignants, par rapport à tous les paliers et par rapport à certains travaux, nous étions pratiquement à 1,1 milliard. Mais avec la pandémie, nous avons eu un certain retard. Donc nous n'avons pas pu aller au deuxième palier. Ça, c'est à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu aller au deuxième palier. Mais d'ici là, je pense que le temps que le pays puisse se relever, on verra quoi faire. Monsieur le vice-ministre, ça sera peut-être ma dernière question, si Arlette me le permet par rapport à cette question de l'école. Il y a une expression que la plupart des ministres membres du gouvernement ont l'habitude de dire, aucun vice n'est beau. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes entre un gouverneur et son vice, entre un ministre et un vice. On a l'impression que le tandem Bakonga et Boudingou donne l'impression d'être un tandem amoureux où il y a l'ombre d'aucun doute. Qu'est-ce que vous faites pour nous donner l'impression qu'entre Bakonga et vous, il n'y a pas de problème? Vous êtes tellement proche du président de la République que vous faites peur à Willy Bakonga qui refuse de vous mettre à côté et qui s'affiche tout le temps avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour que vous donniez l'impression qu'il n'y a aucun problème entre vous deux, alors que l'un est des caches et l'autre est du FCC? Je pense qu'on est des hommes d'État. Je pense que quand on est membre du gouvernement, on n'appartient plus au cash, on n'appartient plus au FCC. Et je pense que soit moi étant que vice, le ministre d'État est précédent. C'est lui le titulaire, donc c'est lui qui donne les orientations par rapport au ministère. Et je pense qu'on s'est compris et je sais que nous avons, nous voyons les choses par rapport à la gratuité de la même façon. D'où même certains détracteurs ont eu à dire que voilà,
Willy Bakounga a traversé parce que maintenant, il est en train de soutenir la gratuité alors qu'il devait torpiller la gratuité. Et nous savons que ce sont même certains amis au ministre d'État du FCC qui ont essayé de créer ce problème-là parce qu'ils ont vu que le ministre d'État faisait son travail. Nous sommes membres du gouvernement, nous sommes Congolais. Quand on est membre du gouvernement, la Constitution nous empêche de représenter nos partis politiques. La Constitution nous empêche de représenter CACH ou FCC. Nous sommes là pour le Congolais. Donc nous travaillons pour le Congo. Et là, actuellement, je pense que le ministre d'État et moi, nous nous battons pour la réussite de la gratuité, pour la réussite de notre secteur. Pourquoi faut qu'il y ait problème? Pourquoi nous allons nous battre? Parce que je ne suis pas là, parce que, comme on dit, et chacun doit gagner. Non, nous sommes là pour une cause, la réussite de la gratuité, la réussite de notre secteur. Nous avons une mission. Cette mission, nous avons en face de nous, c'est le peuple congolais et nous avons le chef de l'État. Nous devons leur rendre des comptes. Je pense qu'il fait son travail, je fais le mien. Pourquoi on va se tirailler? Pour quelle raison? Ceux qui se tiraillent, ils savent pourquoi ils sont de se tirailler. Mais je pense qu'au niveau du ministère de l'EPST, ce n'est pas que quelqu'un fait peur à l'autre. Non, pas du tout. Ça, je ne pense même pas. Déjà, notre relation est basée sur le respect. C'est un aîné pour moi. Il est plus âgé que moi, donc je le respecte énormément. C'est lui le ministre d'État. Il est précis, je le respecte. Je suis vice-ministre, mais quand on est vice-ministre, on n'est pas collaborateur du ministre, on est collègue du ministre. Donc je suis son collègue et il me retourne le respect qu'il me donne, étant que son jeune frère aussi, et tout se passe bien. Parce que nous voulons que les choses aillent de l'avant. C'est quand même... C'est parce qu'on a déjà entendu parler de ça, et surtout ceux qui disent que Willy Bakounga a 4 ici parce que Azo Bounapon a gratuité. Beaucoup le disent, mais ils le disent à quelle fin? C'est quand même triste. Monsieur le ministre, êtes-vous au courant qu'il y a des négociations entre parents et écoles qui sont aujourd'hui prêts à payer des frais pour que les enfants puissent étudier normalement dans ces écoles où on est censé vivre à la gratuité? C'est comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pour minimiser. Nous avons près de 7000 écoles au niveau de la ville de Kinshasa. Il y a peut-être moins de 30 écoles qui sont dans ces pratiques-là. Nous apprenons, mais nous n'avons pas de preuves. Et je pense que les responsables des écoles ont le droit et même l'obligation de pouvoir se réunir avec les parents pour essayer de discuter. Mais au final, toutes les décisions par rapport à ça reviennent au ministère. Donc c'est nous qui allons donner la ligne à suivre. Pour moi, s'ils peuvent se concerter, c'est bon. Si un parent a beaucoup d'argent et qu'il est prêt à payer, pourquoi ne pas aider l'école autrement? Parce que si tel parent, on se réveille demain, on dit voilà, telle école, vous pouvez payer les frais de motivation. Mais l'autre école là-bas qui est à Bumbo dira aussi, nous aussi on a le droit de réclamer ça. Et maintenant, tous ceux qui sont bénéficiaires de cette gratuité, ils vont faire quoi? Ils iront où? Nous, on ne peut pas tolérer ça. S'il y a des parents qui estiment avoir beaucoup d'argent, ils peuvent aider l'école autrement, à travers des dons. Ils peuvent aller, bon, si c'est l'église catholique, ils peuvent aller voir le cardinal ou je ne sais pas, tel monseigneur pour donner de l'argent pour qu'on puisse aider l'école. Ils peuvent faire ça à leur niveau. Mais ça, ce n'est pas nous. L'État n'a pas vocation à faire des zones que non, voilà, à Gombe, ils peuvent payer. À Selemba, ils ne payent pas. À Kassangou, ils ne payent pas. À Lubumbashi, ils payent. Maki Pouchi ne paye pas. Non. Quand on dit on ne paye pas, c'est partout qu'on ne paye pas. S'il fallait payer, c'était partout. Donc je pense qu'on apprend, mais bon, voilà, la dernière décision revenait vers nous. Les comités des parents qui veulent, qui pensent qu'ils doivent payer pour que les enfants étudient. Et les écoles, vous allez jusqu'au niveau des punitions, les sanctions sont prévues. Déjà, la première des choses, quand l'État a levé des options, nous devons tous respecter ça. Nul n'est au-dessus de la loi. La motivation des enseignants par les parents n'existe plus dans ce pays. Et je pense que tout le monde doit se conformer. Parce que quand vous dites qu'ils se sont mis d'accord pour que les parents payent $250, maintenant les parents qui n'ont pas cet argent, on va voir que leurs enfants seront chassés demain. Ah ben là, ils verront. Parce qu'on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Déjà, ce qu'ils sont en train de faire est totalement illégal. Nous ne sommes pas au courant de ça. Nous apprenons, comme vous êtes en train de le dire. Nous avons demandé des reçus, personne ne sait nous donner des reçus. Quand est-ce qu'ils payent, nous ne savons pas. Par quels moyens ils payent, nous ne savons pas. Donc, nous ne pouvons pas faire, comment dire, entamer de poursuites tant que nous n'avons pas des éléments en notre possession. Mais il y a une réalité. Si cette histoire est vraie, tôt ou tard, comme on dit, monter, il restera quelque chose un jour. Et ça m'étonne des gens en soutane qui puissent agir de cette façon-là. L'année passée, ceux qui ont perçu de l'argent ont dû le rembourser et tout le monde a vu ça. Oui. Donc je pense que si c'est le cas, il y aura des sanctions. Mais entre-temps, je dis encore, jusqu'à nous n'avons rien vu parce que nous n'avons vu aucun élève dehors parce qu'il a été chassé, parce qu'il n'a pas payé des frais. Donc pour nous, ça n'existe pas. Monsieur le vice-ministre, 2 dernières questions directement. Je vais parler du budget.
Vous avez un budget de 10 milliards, point 9. Oui, il avait été revu à la baisse après la pandémie. Ouais. Et vous avez entamé la gratuité avec ce budget, Oui. avec l'appui de la Banque mondiale. Maintenant, le chef de votre gouvernement, le Premier ministre, vient de présenter un budget un peu moins que ça, de 6 milliards, 6,9. Est-ce que vous avez peur pour ce secteur-là avec la gratuité? Et deuxième question, il n'y a pas longtemps, il y a un député national qui vous a accusé, pas personnellement, votre ministère, de pouvoir engager beaucoup d'effectifs. Je vais parler de l'honorable Tony Mwaba. Au niveau du ministère, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, la première des choses, c'est que quand on dit fictif, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc, s'il doit y avoir des listes fictives, ça ne peut pas être au niveau du ministère de l'EPST. Parce que le ministère de l'EPST ne paye pas les enseignants. Nous envoyons des listes. Il n'y a pas un sac d'argent où uniquement se met à payer les enseignants. Nous envoyons des listes au niveau du budget. Il y a une direction de paye là-bas qui gère avec le ministère des Finances, avec eux. Ils gèrent avec la BCC, la Banque centrale, et les enseignants sont payés à travers les banques commerciales ou à travers nos frères catholiques Caritas. Donc, s'il y a des fictifs, c'est que ce sont des personnes qui n'existent pas. Quand cet argent-là sort, qui va aller toucher ça? Le vice-ministre ou le ministre d'État, on va faire la queue pour aller toucher. Et puis pour toucher pour combien d'enseignants? Donc cet argent-là, personne ne va le percevoir. Ça va retomber dans le compte reliquat des banques qui vont, eux, à leur tour, réverser ça au niveau de la Banque centrale. Et déjà, je vous dirais que des fois, le CECOP envoie des listes, mais quand le dernier listing sort, on voit que les noms que nous avons mis, des fois, ça ne sort pas sur ces listes, des noms répertoriés, ou peut-être il y a des noms qui n'étaient pas mis. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que si il doit y avoir des enquêtes, il faut que ce soit des gens qui maîtrisent le secteur. C'est facile de dire qu'il y a des fictifs. Et c'est facile de dire que l'effectif est en train de remplir au niveau du ministère de l'EPST. Mais l'enveloppe salariale n'a pas bougé depuis le mois de janvier, à part avec les 58 000 que nous venons de payer, que l'enveloppe vient de bouger. S'il y a un trop, l'enveloppe doit bouger. Ce n'est pas nous qui payons, c'est le budget qui paye. Et le budget va voir que l'enveloppe est en train de bouger, il va commencer à majorer chaque mois. Non, l'enveloppe salariale n'a pas bougé depuis le mois de janvier. Le secteur de l'EPST, c'est un secteur où il y a beaucoup de mouvements. Il y en a qui sont enseignants aujourd'hui, demain il devient Mikilis, demain il devient député, demain il devient DG, demain il est à Brazzaville, il y a tout ça. Et tous ces mouvements font qu'il y a beaucoup de mouvements et il y a plein d'affectations qui se font de temps en temps. Mais entre-temps, nous avons quand même suspendu le brevet de la FUNA parce qu'il avait fait des commissions d'affectation pour au moins 7000 agents, sans que je sache, sans que le ministre d'État le sache. C'est le brevet de FUNA, il a été suspendu. Celui de Lukung, à près de 3000, il a aussi été suspendu. Donc nous avons agi. Quand il faut agir, nous savons agir. Mais de là à dire qu'il y a des fictifs, s'il y a des fictifs, ce n'est pas au niveau du ministère de l'EPST. Vous avez peur pour la gratuité? Nous n'avons pas peur parce que de toute façon, il y a la réalité. Quand on parle de budget, c'est plus on est en train de prévoir. Mais si économiquement les pays tournent mieux, on pourra encore faire mieux. Et je pense qu'avec l'IGF qui est sur le terrain, avec le travail qui est en train de se faire pour essayer d'améliorer nos recettes, je pense qu'on va y arriver. Je me serai là, je vais rester sur cette page-là. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être prisonnier d'un groupe de personnes, mais au début de la mandature, vous saviez que vous signez des accords avec le FCC. Vous n'avez pas de majorité, vous saviez que vous devez co-gérer la République avec, c'est-à-dire co-gérer la République, c'est respecter sa signature, c'est respecter... Le chef de l'État, si je peux dire, il a signé des engagements, c'est avec le peuple congolais, le 24 janvier 2019, quand il a prêté serment. Et dans son serment, dans ce qu'il a eu à dire, l'intérêt du Congolais, l'intérêt du Congolais est au-dessus de tout. Aucun accord politique n'est au-dessus de l'intérêt du peuple congolais. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième des choses, comme vous parlez d'accord, nous sommes dans un pays, nous aspirons à une certaine démocratie. Il y a une partie qui ont la majorité, une autre qui n'ont pas la majorité. Mais c'est logique que vous puissiez vous mettre d'accord pour gouverner le pays dans le bon sens, pour que le pays aille de l'avant. Mais si les objectifs, on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais si l'équipe est en train de perdre et qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs, pourquoi le chef de l'État ne va pas changer le fusil d'épaule? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Quelle signature peut lui empêcher de faire ça? C'est le chef de l'État, ce commandant suprême. C'est une institution. Alors s'il dit qu'il trouve que ça ne va pas, il aime son pays, il aime son peuple. S'il trouve que ça ne va pas, ça ne va pas. Il a le droit, il a dit.
Si nous sommes dans ses prérogatives, il a dit, et voilà, les consultations ont commencé. Il n'y a pas... Déjà, dans tous les pays du monde, nous avons vu, il y a eu des coalitions pour qu'il y ait des... Même au niveau de la Belgique, nous voyons comment les gens sont battus pour qu'il y ait un gouvernement. Il y a des coalitions qui arrivent, qui se font. C'est pour éviter qu'il y ait des bras de fer à gauche et à droite. Mais maintenant, si au final, au bout de presque 2 ans, rien de bon ne sort de là, vous voulez que le chef d'État continue pour faire plaisir à qui? Il lui rendra compte au peuple congolais. Vous lui demandez de respecter ce qui va à l'encontre du peuple. C'est ce que vous lui demandez de faire. Non, je ne pense pas qu'il va le faire. Une autre question sur la question. Je prends encore un autre extrait de ce que le sénateur a dit. Il est évident que la cause principale de la crise actuelle, c'est le non-respect de l'accord et plus grave, du non-respect de la Constitution. On dit que le président de la République n'a pas respecté la Constitution, notamment avec la nomination des magistrats et au sein de l'armée. Vous êtes membre d'un gouvernement. Le chef des ventes au gouvernement, Ilunga Ilunkamba, l'a également relayé dans son communiqué en disant que ces ordonnances n'ont pas respecté la Constitution. Il a même refusé d'endosser ces ordonnances. Est-ce que vous pensez que dans sa façon de faire avec ces ordonnances, le président a violé la Constitution? Je sais peut-être que vous répondrez non. Si vous répondrez non, c'est-à-dire vous lancez un désaveu au chef de l'exécutif, au chef du gouvernement plutôt, qui est le Premier ministre. Je suis membre du gouvernement, j'ai l'obligation de réserve sur certaines questions. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je pense que nous avons une constitution. Quand les gens ne sont pas contents, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle par rapport à certains actes posés par le chef de l'État. Donc la Cour constitutionnelle, elle est là. Elle est en train de siéger. Ils sont tous là, les juges de la Cour constitutionnelle. Donc si c'est lui qui estime que les actes posés par le chef de l'État ne sont pas conformes, n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Mais sur ce que pense ou dit le Premier ministre, qui est mon chef, je ne peux pas commenter sur ça et je ne commenterai pas ça. Je ne commenterai pas. Une Cour constitutionnelle à qui à votre cause? La Cour constitutionnelle est là. La Cour constitutionnelle n'est acquise à la cause de personne. C'est la Cour constitutionnelle du Congolais, de la République démocratique du Congo. C'est lui qui veut la saisir et libre. Vous, personnellement, je vais avoir votre avis comme l'autorité morale de l'AVC. N'engagez pas le gouvernement parce que si vous n'avez pas cette casquette, vous n'avez même pas les. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut travailler avec tout le monde. D'abord, vous êtes en contradiction avec votre chef qui est le président de la République. Vous-même, vous avez dit qu'avec votre ministre de l'EPST, ça marche bien, tout baigne dans l'huile. Mais vous dites aussi que c'est le président de la République qui constate qu'il y a des gens qui ne travaillent pas bien. Comment cette contradiction dans une même émission? C'est simple. Le constat, quand on parle de constat, on parle d'un constat général. Quand vous parlez de l'EPST, vous parlez d'un secteur particulier. Pour pouvoir dire que telle personne n'a pas réussi, c'est sur 10 points. Peut-être sur 10 points, il a échoué sur 8 points, il a réussi sur 3 points. Nous avons 65 membres du gouvernement. Tous ne sont pas médiocres, tous ne sont pas mauvais. On ne va pas dire que ce gouvernement n'a fait que de mauvaises choses. Nous n'allons pas dire que toute personne qui est du FCC ou peut-être du cash est foncièrement directement mauvais. Non, non, on ne peut pas dire ça. Nous sommes d'abord tous Congolais. Et il y a des bonnes choses qui sont sorties de ce gouvernement. Il y a eu des mesures. Et je pense que le chef de l'État, même en conseil de ministres, n'a jamais fait de différence entre un ministre ou vice-ministre qui ressort du PPRD ou du FCC ou de l'UDPS. On a toujours été logés à la même enseigne et tous avons été traités de la même façon jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que pourquoi voulez-vous que je montre qu'avec ce ministre d'État, ça se passe bien, que je dis que ça se passe mal, alors que nous avons pratiquement réussi la gratuité malgré tout ce que nous avons comme combat. Non, ça se passe bien et vous allez voir que ça se passe bien. Mais dans d'autres secteurs, si ça ne va pas, si le chef d'État le constate, ça ne va pas. Si le peuple congolais le constate, c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas à M. Boudimou de dire voilà, nous allons maintenant marcher à droite ou à gauche. C'est au chef d'État de le faire. C'est lui le garant de la nation. C'est lui l'institution. Il a levé l'option, nous sommes là, nous suivons. Personnellement, quand vous regardez les péripéties de ces problèmes depuis la mise en place du gouvernement, vous avez peur à quel niveau? Où est-ce que vous vous dites, en tout cas ça, si le chef ne négocie pas bien, ça risque de clasher. Et ça risque de nous ramener. J'aimerais vraiment que vous puissiez parler la main sur cœur. Ne vous mettez pas dans votre casquette du cash. Là où vous avez peut-être peur quand vous dormez la nuit, vous dites, si le président ne négocie pas ça très bien, ça risque de clasher et de nous ramener encore en arrière comme après les indépendances. Personnellement, si le président, le gouvernement ne négocie pas bien l'équilibre économique, la population un jour pourra se retourner contre nous. C'est ça la grosse peur. Le reste, comme je le dis encore, 100 000 personnes ne peuvent prendre ce pays en otage. Il y a plus de 80 millions d'habitants au Congo. C'est leur sort qui importe au chef de l'État. C'est leur sort, c'est pour eux que nous sommes sortis, nous avons eu à marcher. C'est pour eux qu'il y a eu des martyrs comme Thérèse Kapangala, comme Rossi Mukendi, qui ont laissé leur vie. On aurait pu y rester aussi.
Donc, en fonction de ce grand sacrifice, nous avons le devoir d'essayer de donner le meilleur à ce pays. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et c'est ce que le chef d'État est en train d'essayer de faire. Maintenant, me dire que nous devons avoir peur parce qu'il faut prendre telle ou telle position, parce qu'il y aura cassure dans une telle configuration, d'une telle majorité. L'affaire Lumumba à Kassapougou en 81 à 60 plutôt. Hein. Mais je pense que Lumumba... Là, on a parlé d'ailleurs lorsqu'il dit que l'histoire risquait de se répéter. Je répète encore ce que le sénateur Avi a eu à dire. Moi, je ne suis pas... Je n'ai vu ça. Voilà. Il ne faut pas confondre les choses. Le contexte est très différent. Quand vous parlez de Lumumba et de Kassavubu, à l'époque, le Congolais savait manger. Aujourd'hui, le Congolais ne mange plus. Quand vous parlez de Lumumba et de Kassavubu, à l'époque, les étrangers venaient étudier au Congo. Aujourd'hui, c'est le Congolais qui part étudier ailleurs. Quand vous parlez de Kassavubu et Lumumba, à l'époque, les Sud-Africains venaient se faire soigner et opérer ici au Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je vous dis que la population est avec le chef de l'État. Mais dans l'entretemps, il n'y a pas de conseil des ministres la semaine dernière. On a comme l'impression que le pays est suspendu aux consultations. Mais il y a des consultations. Monsieur Kabongo, je vous ai plusieurs fois suivi dans votre émission Kiosque. Vous me donnez l'impression de vous battre pour le Congolais. Je sais que vous êtes journaliste, vous ne voulez pas être orienté, mais quand vous parlez, je vois que vous battez pour le Congolais. Mais maintenant qu'on veut faire les choses pour le bien du Congolais, vous êtes contre ça. Vous êtes contre ça maintenant. Mais quand on est en train de consulter, c'est pour que tous les Congolais puissent s'asseoir ensemble, qu'on puisse trouver des issues. Aujourd'hui, nous avons vu ceux de la CENI, je pense en Mbongo, tous sont passés par là. Demain, on verra peut-être Jean-Pierre Bemba qui viendra aussi. Ils sont tous Congolais, non? Fayou a dit non. Comment? Fayou ne viendra pas. Fayou ne viendra pas. Le PPRC a dit non. Il n'y a pas d'obligation à ce que je sache, et peut-être aussi n'a pas été invité. Ce n'est pas moi qui constitue par rapport aux invitations. Et je pense que l'honorable Fayoulou, il a 1 ou 2 députés, si je ne me trompe pas. Donc, du point de vue au niveau de l'Assemblée, s'il ne vient pas, il n'y aura pas beaucoup d'incidence. Mais par rapport à la cohésion, je pense que si réellement il se bat pour le peuple congolais, pour le bien de ce pays, il devrait avancer et aller à ces consultations pour qu'on puisse voir et que le chef d'État puisse donner la ligne à suivre. Nous savons que ce pays a été détruit pendant plus de 60 ans. On a rendu le Congolais au point où celui qui lui a pris son argent lui donne 10 000 francs et lui dit « Oumela », alors qu'il ne sait pas que c'est son argent. On a rendu le Congolais à ce stade-là. Bâtir, ça a toujours été difficile. Détruire, ça a toujours été très facile. Maintenant, pour construire, il faut, si ça ne marche pas, c'est ce que le chef est en train de faire, il est en train de consulter pour que les choses puissent aller de l'avant. Et je pense que cette majorité silencieuse n'est pas aveugle. Cette majorité silencieuse voit les efforts à travers la gratuité de l'enseignement. Cette majorité silencieuse voit 2500 médecins qui ont pu toucher à leur prime, alors que pendant des années, ils n'ont pas touché à leur prime. Cette majorité silencieuse a vu qu'aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Quand on détourne ou on fait des choses, on tombe. Cette majorité silencieuse sait voir ça et voit les efforts du chef de l'État. Et je pense que le moment venu, cette majorité silencieuse va soutenir le chef d'État par rapport à la ligne qu'il est en train de prendre, qu'il a toujours pris depuis le début. Curieusement, on vous sent monter sur vos grands chevaux. Depuis un temps, on avait le président de la République, ce qu'on n'avait jamais vu, entre au palais du peuple, le 2 doigts levés, en signe de victoire. Aujourd'hui, on vous entend parler de Thérèse Kapangala, de Rossi Mukendi. Vous rappelez ce qui s'est passé dans ce pays. Qu'est-ce qui a changé? Or, il y a une année, on ne vous entendait pas parler de ça. J'ai toujours, personnellement, de Thérèse Kapangala, j'ai toujours parlé d'elle parce que le jour où ce malheur est arrivé, elle était à 2 mètres de moi, donc ça aurait pu être moi. Et je suis même en contact régulier avec sa famille. J'ai toujours parlé d'elle. Et pour moi, quand je pose des actes chaque jour, je me demande, est-ce que nous rendons, en fait, nous rendons à ceux qui ont perdu leur vie pour ce combat? Qu'est-ce que nous leur donnons? C'est pas de rappeler à vos partenaires que vous avez tués, par rapport à quand le gouvernement a commencé, c'est une coalition par rapport à l'Assemblée nationale pour constituer un gouvernement. Parce qu'en temps normal, avec le nombre de députés que le CACH avait, on aurait eu combien de ministères? 1 ou 2. Mais non, pour avoir le peu que nous avons, pour soutenir les réformes que le chef d'État a amenées, il y a eu cette coalition. Mais si cette coalition ne marche pas, pourquoi vous obstinez à ce que le chef de l'État y reste? Non, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et nous ne sommes pas là pour rappeler, non, voilà, Thérèse Kapangala. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Si le chef d'État l'a dit, c'est que il a dit, c'est lui le garant de la nation. Il a constaté. Ce sont des faits réels qui ne disparaîtront jamais. Ce sont des gens qui ont perdu leur vie et on ne pourra pas les ressusciter. Ça reste à vie. Mais pour le bien de tous, peut-être des fois on n'a pas besoin de marteler sur ça, mais les blessures restent, ça reste éternel. Et je pense que nous avons fait un combat pour le bien de ce pays et ce n'est pas maintenant que nous allons baisser les bras ou changer les choses. Non, ça on ne le fera pas. Et ceux qui ont pensé que le chef d'État pouvait tourner le dos au peuple congolais, ce sont des gens qui ne le connaissent pas. Ce monsieur a commencé le combat quand il était tout jeune.
il a commencé le combat avec son père. Quand son père était réglé au village, il était là avec lui. Il a passé toute sa jeunesse dans le combat. Il y a même des images à Bruxelles. Son père devait rentrer au Zaïre à l'époque. Il a été empêché. Le chef d'État à l'époque s'est même battu avec les policiers belges au niveau de l'aéroport. C'est un combattant. On l'appelle le Rangers. Il ne faut pas penser que ceux qui pensaient que ou pensent qu'il peut tourner le dos au peuple congolais, c'est que ces gens-là ne le connaissent pas. Tout ce qu'il est en train de poser comme acte, il le fait et il le fera pour le bien de cette population. Mais comme on le dit, même Dieu, le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui pouvait créer le monde en une seconde, l'a fait en 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Donc ça prend le temps que ça prend les mécanismes que ça prend. Le Seigneur Jésus-Christ, pour faire ouvrir les yeux à l'aveugle, il aurait pu dire, tu peux voir, mais il a pris du sable, il a mis un peu de salive, il a mis sur ses yeux pour que cet aveugle puisse retrouver la vue. Donc le chef de l'État, il y a des mécanismes à faire pour que nous puissions atteindre ce que nous cherchons à atteindre. Mais dans ces mécanismes, le plus important, c'est le bien du peuple congolais. Et rien n'est au-dessus de ce bien-là. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ministre, membre du gouvernement de la coalition, avec le poste de vice-ministre de l'EPST. Vous avez évoqué non seulement les questions liées à l'enseignement, mais aussi dans votre casquette politique, vous avez aussi évalué l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci. Je dis grand merci également aux amis et confrères. Je cite Serge Kaboulou de CCTV, je suis Gabassélé de la RTNC, Bureau Noir, patron de médias. Il est patron du CPL TV. Et à vous, mes téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Remercie également toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec une autre. Je vous remercie, mais à ton dité. Merci.